Voilà, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ces quelques minutes de retard. Nous avons eu un petit souci technique avec Madame Meurice qui doit nous rejoindre, mais qui a des problèmes de connexion Teams. Comme ça, vous avez toutes les informations qui fait en sorte que nous avons que nous démarrons un peu avec retard pour vous parler de la vaccination et d'avoir une information sur la phase de vaccination à la fois pour celle de Wallonie qui voit arriver maintenant la vaccination de la première ligne de soins, d'aide et de soins dont font partie les professions notamment de sages-femmes, d'ergo et de tous ceux qui sont aujourd'hui en train de suivre le webinaire. C'est une phase qui se déroule en parallèle de celle sur les centres d'hébergement. Donc nous finissons les centres d'hébergement pour personnes âgées. Les maisons de repos ont leur deuxième dose en ce moment pour pouvoir être protégées. S'en suivent les centres d'hébergement pour personnes handicapées. Et en même temps, nous avons démarré les vaccinations dans les hôpitaux pour les personnes qui travaillent et qui sont exposées potentiellement au Covid ou au cas Covid, qui pourraient l'être. Et puis, vous qui êtes en première ligne de soins, d'aide et de soins. Et donc, pour pouvoir répondre, pour vous donner une information objective, on a le professeur Yvon Angler qui a accepté de prendre la charge de l'organisation de la vaccination à nos côtés et qui, du coup, déploie énormément d'énergie pour réaliser ce défi logistique, mais aussi de pouvoir vous dispenser une information qui soit la plus fiable et la plus complète possible. Et donc, il y a aujourd'hui également Christelle Meurice qui devrait nous rejoindre en fonction des problèmes techniques qui seront résolus ou pas dans quelques minutes. Et donc, en la suite de quoi, nous aurons un échange questions-réponses où nous essaierons de répondre à toutes les questions que vous posez, qui sont des questions totalement légitimes, j'imagine, sur notamment les conséquences potentielles des vaccins, sur le fait que nous ayons pu, en tout cas les scientifiques ont pu sortir des vaccins dans des délais records. Et nous sommes en Belgique avec aujourd'hui 3 vaccins qui sont autorisés, 2 vaccins dont nous disposons malheureusement pas en quantité suffisante pour pouvoir vacciner massivement, mais néanmoins, à chaque fois qu'on a des doses, nous procédons à la suite de la vaccination, donc le Pfizer-BioNTech et le Moderna, et puis l'autorisation de l'Agence européenne concernant l'AstraZeneca, avec une possibilité d'avoir, si les informations sont correctes, les premières doses à partir de début ou mi-février, selon les informations qui nous parviennent. Voilà, sans plus attendre, je cède la parole au professeur Yvon Angler, que je remercie du temps et de l'énergie qu'il déploie pour cette vaccination. Pardon. Merci Madame la Ministre. Bonjour Mesdames, Messieurs, chers collègues de la première ligne de soins. Donc c'est un plaisir de pouvoir partager un moment avec vous qui a en fait deux objectifs complémentaires. Le premier, c'est de vous informer à titre personnel, comme n'importe quel citoyen, mais en tenant compte évidemment de vos connaissances dans le domaine de la santé, puisque, comme Madame la Ministre l'a rappelé, dans les semaines qui viennent, la première ligne de soins va se voir offrir la possibilité d'être vacciné contre la COVID-19 dans la suite des groupes qui sont aujourd'hui en train d'être vaccinés, que Madame la Ministre a rappelé et que je vais parcourir brièvement avec vous pour vous donner un peu un paysage de l'ensemble de notre stratégie en région wallonne. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de vous donner le maximum d'instruments adéquats pour être les ambassadeurs de la vaccination auprès du grand public. Les prestataires de soins sont reconnus dans tous les sondages comme étant les premières personnes quand on sort du cercle familial que la population consulte pour avoir un avis, des informations sur des processus qui touchent à la santé et donc sur la vaccination. Et nous avons donc dans ce contexte-là une opportunité
à travers vous, d'informer convenablement la population. Le but n'est pas de tordre le bras à qui que ce soit. Je vous rappelle que c'est une vaccination volontaire et gratuite qui est proposée à l'ensemble de la population, mais bien de ramener les données objectives, les données fiables que le personnel de santé est le plus à même de fournir pour que chacun décide en connaissance de cause. Il n'y a pas de consentement libre s'il n'est pas éclairé, et donc l'information préalable est extrêmement importante. Et vous savez qu'il y a dans ce domaine un enjeu de communication, puisqu'il y a une stratégie assez active des mouvements anti-vaccins pour essayer de décourager et de faire peur. Le but ici n'est pas de dire absolument que des choses que nous connaissons, mais aussi d'être clair sur ce que nous ne savons pas, de façon à ce que chaque citoyen puisse décider en connaissance de cause. Alors, je vais partager avec vous mon premier slide. Voilà qu'il est mis en... Voilà. Et alors, je dois revenir sur la présentation ici pour introduire mes slides. Voilà. Et normalement, vous devriez maintenant voir ma présentation. Tout petit retour historique quand même, parce que la gravité et le côté extraordinaire de la pandémie dans laquelle nous sommes englués aujourd'hui fait parfois perdre de vue que la vaccination est une stratégie de santé publique très classique, que nous utilisons beaucoup dans le monde moderne pour nous protéger de toute une série de maladies qui ont fait d'énormes ravages à l'espèce humaine au cours de l'histoire et qui sont pour la plupart aujourd'hui pratiquement oubliées, tellement la vaccination est une stratégie de santé publique efficace. Un tout petit rappel, vaccination vient du latin vacca, la vache, parce que le premier à avoir eu une idée de protéger contre une maladie était un médecin anglais, Edward Jenner, qui à la fin du 18e, tout à fait à la fin du 18e, a fait le premier geste d'inoculation dans le but de protéger contre, à l'époque c'était la variole, un enfant avec une maladie, un virus d'une maladie de la vache, qui est la vaccine. Et au fond, Jenner a fait ça parce qu'il avait constaté que les fermiers, les fermières qui étaient au contact des vaches qui développaient cette maladie étaient protégés contre la variole. Et donc, c'est de ce premier geste expérimental qu'est resté le mot vaccination. Mais le père de la vaccination, c'est Louis Pasteur, incontestablement. Pourquoi? Parce que Jenner utilise une situation tout à fait exceptionnelle. C'est qu'on a une maladie de la vache et une maladie humaine dont les virus sont très proches et provoquent une immunité croisée. C'est tout à fait exceptionnel. Louis Pasteur, lui, il développe un concept général et il travaille sur le virus de la rage, entre autres, en l'atténuant, en affaiblissant le virus par des cultures de tissus particulières, ce qui fait que quand le petit Joseph Meister, qui a été mordu par un chien enragé, lui est amené, il le vaccine avec ce virus atténué, en profitant du fait que la rage, et c'est très particulier, a une durée d'incubation très longue, qu'il y a 2 mois à peu près qui se passent entre le moment où on est mordu par un animal enragé, ici un chien, ce qui était le plus classique à l'époque, et le moment où se développent les signes terribles de la rage qui conduit à peu près inexorablement à la mort. Et donc c'est de là que vient au fond le concept de la vaccination, qui est un concept assez simple, qui est d'utiliser le mécanisme naturel de développement des défenses que nous construisons chaque fois que nous sommes en contact avec une maladie infectieuse
pour en guérir et de provoquer cette réaction immunitaire, cette réaction de défense, sans pour autant faire la maladie, ce qui fait que lorsque l'on est en contact pour la première fois avec le microbe sauvage, le virus dans le cas qui nous occupe, nous avons déjà le système de défense qui est prêt et qui nous empêche d'être malade ou éventuellement d'en mourir. Et pour quand même remettre cette technique en perspective, elle est devenue extraordinairement habituelle et fréquente. Nous sommes tous vaccinés contre un nombre non négligeable de maladies et beaucoup d'entre elles, on n'en parle même plus. La rage exceptionnellement, le tétanos pratiquement plus jamais, la polio pratiquement plus jamais. Vous savez qu'on vaccine dans les milieux de la santé beaucoup contre l'hépatite B, un clin d'œil à mes collègues sages-femmes, puisqu'en obstétrique, c'est vraiment une recommandation étant donné l'exposition au sang très fréquent. Et bien sûr, la variole, grande victoire de la santé publique, de l'Organisation mondiale de la santé, qui, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, a mis sur pied une campagne mondiale d'éradication de la variole, dont l'éradication a été officiellement déclarée le 8 mai 1980. La dernière épidémie de variole a eu lieu en Inde, a tué en quelques semaines 80 000 personnes, et c'est la dernière épidémie avant l'éradication complète de la variole, qui est une maladie très particulière puisqu'elle n'a pas d'autre réservoir, elle n'avait pas d'autre réservoir que l'espèce humaine, et donc on pouvait espérer l'éradiquer, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres maladies. Et l'OMS rappelle toujours que la vaccination est une intervention extrêmement efficace et d'un rapport coût-efficacité sans égal. On parle du coût des vaccins pour la Covid-19 qui sont pas chers ou qui sont chers, mais même les plus chers, c'est rien du tout à côté d'une journée aux soins intensifs ou de l'achat même de médicaments un peu sophistiqués que nous achetons tous les jours. Alors, pour réussir une campagne de vaccination, il y a 3 ingrédients. C'est assez simple. Il faut un bon vaccin et j'espère que le docteur Christelle Meurice pourra nous rejoindre pour vous en parler, sinon je le ferai à sa place. Il faut une communication qui suscite la confiance et l'adhésion, c'est très important. Ce n'est pas aussi simple de faire un geste positif pour se protéger d'une atteinte de la santé potentielle que pour se faire soigner quand on est malade. Si on a une crise d'appendicite, personne n'aime se faire opérer, mais n'a pas fort le choix et donc il est rare qu'on discute. Ici, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais essayer de vous montrer que les arguments pour se vacciner sont difficilement contestables. Et le troisième aspect, c'est évidemment que la vaccination doit être accessible. C'est bien montré que si les centres de vaccination ne sont pas accessibles, ou que la procédure est administrativement trop compliquée, les gens se découragent et ne se vaccinent pas. Alors, la vaccination est gérée par une stratégie interfédérale, c'est-à-dire toutes les forces de la Belgique ensemble, et ont été approuvées par la conférence interministérielle des ministres de la Santé le 3 décembre. Et dans cette liste de l'ordre dans lequel les ministres ont décidé qu'on distribuerait les vaccins en fonction de leur arrivage, vous trouvez tout juste après les maisons de repos et de soins et les institutions collectives avec les hôpitaux. Et donc, c'est dans cette phase-là que nous entrons aujourd'hui et que nous allons parler. Après, il y a les autres membres non exposés des personnels dans le secteur de la santé. Et puis, on basculera dans des grands centres ambulatoires où seront appelés successivement les groupes à risque, les personnes de 65 ans et plus, puis les personnes plus jeunes avec des facteurs de comorbidité, puis les personnes exerçant des fonctions essentielles. Et enfin, on passera dans ce qu'on appelle la phase 2, qui est la troisième phase de notre campagne de vaccination, qui est d'inviter tous les adultes à se faire vacciner, puisque le but est évidemment de couvrir le maximum de citoyens
le but étant de sortir de cette pandémie et de retrouver une vie sociale, relationnelle, éducative, économique à la hauteur de nos ambitions et des ambitions de notre société libre et démocratique auquel nous tenons, je pense, tous beaucoup. Alors, pour vous donner une idée, la première phase dans laquelle vous vous trouvez ici, en ce qu'on appelle un A4, regroupe plus de 300 000 personnes et votre groupe de première ligne d'aide et de soins, un gros 100 000 personnes qui sont maintenant dont nous sommes en train d'organiser la convocation, l'invitation à venir se faire vacciner qui devrait vous parvenir pour les premiers d'entre vous dans la deuxième moitié de février et puis sur le mois de mars. Au-delà de ça, on change d'échelle. Vous voyez qu'ici, on est à 300 000 personnes à peu près. Le groupe des personnes à risque en ambulatoire, c'est 1 million et le reste de la population adulte, c'est 1,5 million. Une population wallonne, si on exclut les enfants, étant à peu près de 2 800 000. Alors voilà les phases, donc vous êtes ici avant la phase 1B et nous espérons, mais ça dépendra de la livraison des vaccins, si les vaccins arrivent en suffisance, notre capacité de vaccination devrait nous permettre de finir toute la campagne de vaccination pour la fin de l'été en Belgique. Ceci étant le tableau de la Belgique, région wallonne, mais nous sommes coordonnés entre les 3 régions et la communauté germanophone. Alors, vous savez que les 2 premiers vaccins, et c'est ceux-là qu'a priori on va vous proposer dans les semaines qui viennent, sont des vaccins à l'ARN messager, au mRNA, on va en dire un mot, et comme ils ont des conditions de conservation très strictes dans la chaîne du froid, ils sont stockés dans des hôpitaux et c'est à partir de ces hôpitaux que sera organisée la vaccination à laquelle vous serez invités. Alors, un des points importants, c'est de convaincre qu'il faut se faire vacciner, que c'est notre intérêt personnel et notre intérêt collectif. Et pour vous montrer que ce n'est pas illusoire, voilà les tableaux et je pense que ce qui doit nous attirer notre attention ici, les résidents des maisons de repos ont adhéré massivement à la vaccination. Le personnel était au début plus hésitant, hein, ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale. Et vous voyez qu'au cours des semaines, en ayant des webinaires comme celui d'aujourd'hui, en répondant aux questions, en montrant aussi que le monde entier se vaccine, qu'il y a maintenant, on approche, je pense, des 100 millions de personnes vaccinées dans le monde contre la Covid-19, tout le monde se convainc progressivement que c'est évidemment la voie royale pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Et vous voyez que le personnel au cours des semaines, 33%, 44%, 49%, 57%, 58%. Et Madi est un peu en retard puisqu'on a eu, il y a 48 heures, les chiffres de la semaine actuelle de demande de vaccination du personnel des maisons de repos. Et nous sommes au-dessus de 70%. On est à 76%, si je ne dis pas de bêtises, du personnel qui demande à être vacciné. Et donc, progressivement, l'adhésion à la vaccination progresse. Alors vous voyez, la semaine du 18 janvier, on a commencé les hôpitaux, puis on a dû, à cause de la diminution des vaccins, diminuer le rythme, mais on continue à vacciner et à vacciner aussi les structures collectives de soins, les structures de handicap actuellement. Et nous espérons que les doses vont être réajustées et qu'on va rattraper le temps perdu. Votre groupe est très large, hein, c'est plus de 100 000 personnes dans toute une série de métiers, dont en grande partie ce qu'on appelle les métiers de la santé tels que définis par l'arrêté royal numéro 78 qui liste tous les métiers de la santé. Mais il y a aussi les métiers d'aide
qui sont entre autres d'aide à domicile, qui sont aussi dans le soin et qui sont aussi évidemment exposés puisqu'ils rencontrent un grand nombre de personnes dans leur travail. Pour vous vacciner, 3 approches combinées. Les hôpitaux qui ont des frigos de basse température pour le vaccin Pfizer vont participer à la vaccination de la première ligne de soins. Une série d'hôpitaux qui ont, eux, sont en cours d'être vaccinés ou vont l'être dans la semaine prochaine, puisque cette semaine-ci, nous n'avions pas de vaccin Moderna disponible, qui sont 11 hôpitaux, et les 2 centres pilotes qui préparent la phase suivante de vaccination et qui vont déjà être ouverts dans le courant de février et qui pourront aussi vous accueillir. Et puis après, donc voilà le centre de Ronquières tel qu'il sera prévu, avec la partie testing qui existe déjà, qui sera maintenue, parce qu'on ne veut pas sacrifier évidemment les capacités de testing alors que nous pourrions être confrontés à une 3e vague, et le développement d'un centre de vaccination, accueil, ligne de vaccination, repos post-vaccination et sortie pour les personnes qui iront à Ronquières. Ça, je vous ai déjà dit, 1 million et puis 1,5 million dans la 2e phase, avec des centres pour lesquels nous allons recruter toute une série de compétences, dont des personnes avec des compétences des métiers de la santé. On pense en priorité médecins, infirmiers et pharmaciens pour vous administrer à la population les vaccins, mais il se pourrait, si nous n'arrivons pas à couvrir l'ensemble des besoins, on estime qu'on aura besoin d'1 millier de personnes pour équiper tous les centres de vaccination du grand public, toutes professions confondues bien entendu, pas seulement les vaccinateurs, faire appel à de larges groupes de population et de professionnels. Les centres seront répartis sur l'ensemble de la région wallonne avec des centres fixes et des centres temporaires pour couvrir les zones moins peuplées et offrir à tout le monde un centre à une distance raisonnable. Vous voyez que nous couvrons l'ensemble de la région wallonne à moins de 20 minutes pour tous les habitants, et c'était sur cette base-là que nous avons sélectionné le nombre de centres. Alors, à côté de ça, on fait des efforts de communication. Pour le moment, ils sont vraiment ciblés, c'est pour ça que je vous parle en direct, plutôt que de faire, puisqu'évidemment, solliciter la population générale et puis lui dire que pour le moment, on ne peut pas la vacciner, ne serait probablement pas une idée très séduisante. Et donc, pour le moment, on est dans une communication ciblée, mais qui porte ses fruits. On voit que la motivation à se faire vacciner, alors ça, c'est des études indépendantes, c'est une étude interuniversitaire qui montre une croissance de 56 à 77% de la population générale qui dit qu'elle est prête à se faire vacciner maintenant. Même chose pour le baromètre de Cienzano qui montre dans toutes les classes d'âge une croissance des personnes qui sont prêtes à se faire vacciner. Vous voyez entre autres que la population active, votre classe d'âge, qui travaillent et particulièrement les femmes, curieusement, sont les plus hésitantes à la vaccination et demandent le plus de réassurance, de répondre à des questions, c'est ce que nous essayons de faire. Et enfin, un baromètre sur qui consultez-vous, et le médecin de famille est de loin la personne de confiance première. Et je pense que quand les gens répondent médecin de famille, ils répondent praticien, c'est aussi vrai pour un ou une infirmière, sage-femme ou kinésithérapeute, par exemple.
Les webinaires comme celui-ci sont mis en ligne sur le site de la VIC et donc il y a déjà des dizaines, on approche maintenant, elle est un peu en retard, ce tableau est un peu en retard, on approche maintenant des 20 000 personnes qui ont été touchées à travers ces actions et qui font de vous chaque fois des ambassadeurs. On a publié des petits documents distribués dans les structures de soins et on est en train d'en confectionner pour vous. Et il y a pour ceux d'entre vous qui veulent faire des conférences à vos collègues, un set de diapositives sur le site de la VIC, qui est un set en libre accès, dont vous pouvez vous saisir pour informer et faire des séances d'information. Il y a des vidéos sur le site de la VIC qui ont été faites à des endroits où on a vacciné, des témoignages réels de comment ça s'est passé. Et nous voilà à l'autre point important de notre présentation, qui est la présentation des vaccins eux-mêmes. Et là, je vais quitter ma présentation. Je vais voir si, par chance, notre conférencière nous a rejoint. Non, Monsieur Angler, malheureusement pas encore. J'en suis désolé, mais donc je vais prendre le relais. Ah oui, je pourrais en fait avoir accès à sa présentation. Voilà. Rendons à César ce qui lui revient et je vais vous présenter les dias du docteur Meurice. Je suis désolé qu'elle n'a pas pu nous rejoindre, mais on va faire le maximum pour vous transmettre ce qu'elle aurait voulu vous dire. Et je... pourquoi? Ah oui, voilà. Je pense que c'est celui-ci. Non, ça c'est le mien. Mes excuses, voilà, je fais des bêtises. Voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. Pourquoi est-ce que je ne la charge pas? La voilà. Voilà. Bien, donc je découvre les dias avec vous, mais je vais vous les commenter les unes après les autres. Voilà. Décidément. Pourquoi? Ah oui, je sais pourquoi. Je ne suis pas où il faut. Je vais... toutes mes excuses. Voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne, j'espère. Voilà. Voilà. Nous y sommes. J'espère que vous voyez la présentation du docteur Meurice, que je remercie parce qu'elle a travaillé fort tard hier pour vous présenter ces diapositives qui sont une partie du set de diapositives dont je vous ai parlé, sur lequel elle a greffé ses propres diapositives. Donc, vous rappelez en 2 mots que c'est une épidémie qui trouve sa source en Chine, que le premier à avoir attiré l'attention, qui est le docteur Li Wenliang, est décédé de la maladie qu'il a lui-même identifiée, et que depuis l'apparition le 16 novembre à Wuhan, la maladie s'est répandue avec une très grande facilité sur l'ensemble du globe, et c'est le 30 janvier que l'OMS prononce ce qu'on appelle un état d'urgence sanitaire de santé publique internationale, et nous sommes toujours dans cette tendance-là. C'est donc une dissémination très rapide parce que c'est une nouvelle maladie, que donc aucun d'entre nous n'a d'immunité contre elle. Beaucoup de personnes sont touchées sans être malades, mais le volume de personnes touchées fait que même si le nombre de malades sévères, lorsqu'on est atteint, n'est pas très fréquent, vous savez que l'ensemble de notre société a été complètement bouleversé par cette apparition qui a entraîné pratiquement une saturation des hôpitaux 2 fois en quelques mois,
d'abord la première vague au mois d'avril de l'année passée et une deuxième vague très forte en Belgique, puisqu'on a vraiment frôlé la capacité maximum de nos hôpitaux, toute mobilisation confondue, à l'automne, en novembre passé. Et depuis lors, nous n'arrivons pas à redescendre au niveau de circulation du virus très bas auquel nous étions arrivés à l'été passé. Nombre de décès a aujourd'hui dépassé les 20 000 décès, c'est quand même une gravité exceptionnelle. Et on voit ici, vous voyez les courbes de mortalité habituelles de 3 années successives, et puis en brun, l'année passée, l'année 2020, avec les deux pics de deux pics de surmortalité, de mortalité plus élevée que d'habitude. Ici, il y a un petit pic qui est une canicule au cours de l'été et qui sont, eux, des petits pics classiques avec l'évolution du climat. Alors, il n'y a pas que la mortalité et la saturation hospitalière. Vous savez combien énormément de nos équilibres sociaux, psychologiques et économiques ont été perturbés. On pense particulièrement aux jeunes, on pense au burn-out des soignants, on pense aux tensions conjugales, on pense à la perte de travail, les faillites, le chômage, pour lequel le filet social permet aujourd'hui d'en limiter dans une certaine mesure les effets, mais qui sont d'une gravité sans précédent depuis, je pense, la crise de 29 en termes économiques. Alors ça, je vous ai montré. Les vaccins. Alors, on pense que les vaccins sont une de nos meilleures chances de sortir des difficultés actuelles, et nous avons dans le pipeline de la recherche plus de 200 vaccins, dont une cinquantaine ont de bonnes chances de pouvoir arriver, semble-t-il, à maturité. Parmi ceux-là, 11 sont déjà en ce qu'on appelle en phase 3, c'est-à-dire étudiés sur des grandes populations pour vérifier leur taux d'efficacité et leur sécurité. Et parmi eux, 3 sont maintenant agréés pour l'utilisation clinique en Belgique, les 2 vaccins ARN Pfizer et Moderna, et tout récemment, un vaccin à vecteur viral qui est le vaccin d'AstraZeneca. Johnson & Johnson a un vaccin dans le même profil que celui d'AstraZeneca qui est en fin de développement et qui pourrait arriver à l'articulation entre le premier et le deuxième quadrimestre de cette année, on l'espère en tout cas. CureVac, qui est aussi un mRNA, arrivera un peu plus tard, et le vaccin Sanofi-GSK, le seul qui sera avec des protéines recombinantes et un adjuvant, ne viendrait qu'un petit peu plus tard. Voilà en gros les profils de ces vaccins comparés aussi aux vaccins russes, puisqu'on a quelques données sur le vaccin Sputnik qui est utilisé en Russie et dans un certain nombre de pays de l'Est. Alors, un des points qui est peut-être aujourd'hui moins, parce que comme les vaccins commencent à être utilisés à grande échelle, les gens se rassurent. Il y avait beaucoup d'inquiétudes sur ces vaccins ont été développés trop vite, ça doit pas être safe, ça doit pas être sérieux. Il y a quelque chose dans cette rapidité qui nous inquiète. Et donc, je pense personnellement que c'est plutôt l'inverse qu'on devrait dire, c'est-à-dire que la science médicale et la technologie ont évolué d'une manière remarquable qui nous permet, devant une pandémie, de faire des exploits en termes de développement des vaccins, parce que justement ce développement a été fait sans concession sur la sécurité, et c'est ça que je vais essayer de vous montrer comment ça a été possible. La première chose, c'est que nous avions le SARS-CoV-2, donc le virus en question appartient à une famille qui a déjà été beaucoup étudiée puisqu'il y a eu 2 petites épidémies
avec cette famille de virus, et que donc il y avait ce qu'on appelle déjà des plateformes de vaccination prêtes pour ce type de virus. Ça aurait été un autre virus qu'on aurait peut-être perdu plus de temps à l'identifier et à pouvoir démarrer un processus de recherche de vaccins. Pour vous donner une idée, moi qui ai vécu l'épidémie comme jeune médecin, l'épidémie du virus du sida, mon souvenir c'est qu'il a fallu 4-5 ans pour identifier que c'était bien une maladie virale, de quel virus il s'agissait et comment il était constitué. Pour le SARS-CoV-2, ça a pris quelques semaines. Et donc, les progrès de la science médicale et la mobilisation de toute la communauté scientifique pour obtenir le plus vite possible tous les ingrédients nécessaires a été phénoménal. L'autre chose qui a été très particulière, je vais y revenir plus tard. L'autre chose qui a été très particulière, c'est que les diverses phases de constitution de la science du vaccin ou de la technologie du vaccin ont toutes été respectées, mais elles ont été superposées les unes aux autres, c'est-à-dire que tout le monde, la collectivité, les fonds de charité et les firmes pharmaceutiques ont pris ensemble des risques financiers pour lancer toute une série d'étapes nécessaires au développement et à l'évaluation de la sécurité du vaccin en séquence rapprochée, alors que d'habitude, on fait ça bien gentiment l'une après les autres, de façon à être sûr de ne pas perdre de l'argent en faisant des phases de développement d'un médicament qui n'aurait éventuellement pas passé la phase, les exigences de la phase précédente. Et de la même façon, l'Union européenne, et là on peut quand même saluer son effort, a préfinancé le développement des usines de production pour que la production des vaccins commence avant que l'ensemble du processus expérimental était bouclé, de cette sorte que c'était évidemment un risque de devoir tout jeter à la poubelle si le vaccin échouait, mais comme si ce n'est pas le cas, et ça n'a pas été le cas pour les 3 premiers dont on parle, ben le lendemain de l'approbation par l'agence du médicament, le vaccin est disponible, alors que normalement il n'est disponible que souvent 1 an et demi à 2 ans plus tard, parce que ce n'est qu'après que l'on commence à développer un processus de production. Alors ces vaccins ARN ont été aussi l'objet d'une comment dirais-je, d'une campagne de méfiance en disant qu'il serait, comme il concerne du matériel génétique, qu'il serait capable de modifier notre code génétique. Alors la réalité n'est pas du tout celle-là. Notre code génétique n'est pas lisible par la cellule qui doit produire les substances dont le code génétique a la recette. Et pour transférer cette recette dans notre cellule, dans notre cytoplasme et produire les protéines adéquates, là, toutes les cellules de tous les êtres vivants utilisent petite séquence d'ARN, non pas d'ADN comme notre code génétique, mais d'ARN qu'on appelle ARN messager, qui transfère la recette de cuisine à l'usine de production des protéines, et l'usine de production lit l'ARN messager, le traduit en protéines, et puis très vite, cet ARN messager est détruit. Et donc, un vaccin ARN, c'est un vaccin dans lequel on introduit le code génétique de la protéine contre laquelle nous réagissons pour faire nos défenses immunitaires. On nous l'injecte, nos cellules lisent la recette de cuisine et produisent l'antigène viral, mais sans le virus entier, et donc nous ne sommes pas malades, mais la protéine antigénique est produite, nos cellules de défense immunitaire les reconnaissent
et développe les anticorps et les cellules de mémoire et les cellules immunologiques qui font notre défense immunitaire. Et c'est donc une méthode très élégante, elle n'est pas aussi nouvelle qu'on a voulu dire. Il y a beaucoup j'ai trouvé une quinzaine de vaccins en développement pour l'homme avec des techniques de mRNA, dont un certain nombre en expérimentation humaine, mais évidemment avec le rythme habituel et pas du tout le rythme accéléré d'aujourd'hui, et qui posent pour leur commercialisation un problème que nous connaissons aujourd'hui tous très bien, c'est que ce sont des structures très fragiles, d'où la nécessité d'une chaîne du froid, que nous acceptons de développer aujourd'hui étant donné l'urgence de la pandémie, mais qui pour un vaccin dans la vie normale, si je peux dire, est un handicap majeur. Vous savez que le maintien de la chaîne du froid pour les vaccins est souvent un obstacle à son utilisation. Voilà, donc facile et rapide à produire, ils imitent très bien l'immunité naturelle. Chaque dose de vaccin est évidemment extrêmement pure, il n'y a rien d'autre dans ces vaccins qu'une petite particule de graisse, de lipides dans lequel se trouve le mRNA et ils n'ont évidemment aucune possibilité d'interagir avec le génome. Le mRNA ne remonte pas dans le noyau, il ne reste que dans le cytoplasme où il est dégradé après qu'il ait circulé. Ses gros inconvénients, c'est sa fragilité, d'où la nécessité de la basse température. Et donc, les conditions, une fois qu'on les décongèle pour l'injection, sont des durées de validité très réduites. Ils peuvent donner des effets secondaires liés à ces lipides, on va y revenir, c'est la réaction normale de rougeur et de douleur à l'endroit de l'injection pendant quelques jours, et de temps en temps, alors c'est une fois sur 100 000, une réaction allergique pour laquelle il faut que nous soyons capables de réagir, ce que maintenant on connaît bien depuis que le vaccin est employé à grande échelle. Voilà effectivement une technologie qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui a une efficacité redoutable, proche des vaccins les plus performants, comme la polio ou la rougeole, et bien plus que la grippe, qui est un vaccin qu'on nous fait tous les ans et dont l'efficacité tourne autour à peu près de 50%. Ça dépend de l'année en fonction de la communauté du vaccin avec la souche virale. AstraZeneca a un taux d'efficacité plus bas, encore que la vue du dossier montre que si on espace convenablement les deux doses, le taux d'efficacité peut monter au-dessus de ce qui est aujourd'hui annoncé par le dossier pharmaceutique. Alors Pfizer, qui est donc le vaccin mRNA standard, ce que je vais vous montrer pour Pfizer, je pourrais vous montrer pour Moderna, c'est vraiment les frères jumeaux de ce point de vue-là. Voilà l'étude de phase 3. Alors la première chose à remarquer, c'est que le nombre de participants dans ces études a été particulièrement élevé. 40 000 personnes, donc 21 686 ont reçu un placebo et 21 669 ont reçu le vaccin. C'est énorme. Il n'y a pratiquement aucun médicament qui est mis sur le marché où il y a plus de quelques milliers, 3, 4, 5 000 personnes qui l'ont testé en phase 3. Ici, comme il fallait après que les gens se contaminent et par hasard soient en contact avec le virus pour qu'on voit s'ils tombent malades ou pas, il fallait énormément de participants et donc l'essai clinique est particulièrement large. Mais ça veut dire aussi que l'expérience sur la sécurité du vaccin, le jour où on l'a mis sur le marché, était déjà particulièrement considérable et donc il n'y a certainement pas eu de sacrifice sur la sécurité. Et vous voyez qu'au temps zéro, donc on injecte le placebo, ça c'est la ligne bleue, ou le vaccin, la ligne rouge, et pendant les 12 premiers jours, le nombre de personnes qui tombent malades est le même, c'est le temps que le vaccin commence à être efficace, et puis
on voit que la ligne rouge se stabilise, donc les gens ne tombent plus malades. La deuxième dose arrive évidemment très vite ici et renforce l'immunité, alors que dans le groupe placebo, bien entendu, il n'y a pas de raison que ça change. En fonction du hasard du contact avec le virus, les gens attrapent la COVID-19 et vous avez eu donc 162 personnes atteintes contre 8 dans le groupe vacciné, qui sont évidemment dans la ligne rouge. Un seul avec un Covid sévère contre 9 avec un Covid sévère dans le groupe placebo. Ce qui est très intéressant avec ces vaccins, c'est contrairement aux vaccins habituels, ils ont été testés jusqu'à des âges assez avancés avec des efficacités tout à fait comparables, pas de diminution de l'efficacité avec l'âge. Comme je vous l'ai dit, des réactions locales, douleur, rougeur, gonflement à l'épaule pendant quelques jours et des réactions systémiques, comme on dit, comme dans les vaccins de grippe, fièvre, maux de tête, douleur musculaire, parfois un peu de diarrhée et des cris. Chez les personnes âgées, une réaction moindre, mais pas une efficacité moindre. Et la plupart étaient légères et modérées, résolues rapidement. Très peu des candidats dans la phase 3 ont refusé la deuxième dose. C'est vraiment anecdotique. Il y a quelques dizaines, je pense, d'abandons sur 21 000 participants qui ont reçu le vaccin, ce qui montre que les réactions, les effets secondaires étaient tout à fait supportable, était tout à fait classique pour un vaccin comme la grippe. Les réactions sont un peu plus fortes à la deuxième dose puisqu'on a déjà une certaine immunité. Ah ben voilà. Donc 0,2% ont abandonné avant la deuxième dose dans le groupe du vaccin, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et ce n'est pas très différent de ceux qui ont abandonné dans le placebo alors qu'ils n'ont rien reçu du tout, simplement parce qu'ils ont, pour une raison ou une autre, plus voulu continuer les contraintes d'une étude clinique. L'indication, c'est 16 ans ou plus, donc il n'a pas été testé chez les enfants. On a un groupe de 134 participants entre 16 et 17. Et aujourd'hui, en Belgique, on recommande la vaccination des adultes, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Alors, dans les données actuelles, on a maintenant des millions de vaccins qui ont été attribués. Je pense qu'on approche des 100 millions. La dernière fois que j'avais regardé le tableau mondial, il y avait plus de 60 millions de vaccinés dans le monde. Et ce qu'on a montré, qu'évidemment, on n'a pas vraiment vu dans les études cliniques parce que c'est un effet secondaire rare, c'est la réaction allergique, ce qu'on appelle la réaction d'anaphylaxie, qui est de 1 pour 100 000. Donc on en a découvert 11 par million de vaccinés. Ça a été beaucoup médiatisé au début de l'épidémie. Alors attention, c'est une allergie très particulière aux lipides du médicament et donc quelqu'un qui est allergique à des aliments, à des médicaments, aux piqûres de guêpes peut tout à fait se faire vacciner. Il n'y a pas de contre-indication à se faire vacciner. On recommande 15 minutes de surveillance après la vaccination chez tout le monde et 30 minutes chez les personnes qui ont des antécédents sévères d'allergie. Quand il y a des allergies à des vaccins, alors il faut retourner chez son médecin, il faut éventuellement faire des tests cutanés pour voir si l'allergie concerne les produits qui sont dans le vaccin. Pas de latex ni dans Moderna ni dans Pfizer, donc les personnes allergiques au latex n'ont pas de raison d'être inquiètes, il n'y a pas de risque d'allergie croisée. Et dans les recommandations d'utilisation, on recommande de ne pas vacciner pendant qu'on est malade, pendant qu'on a de la fièvre, peu importe de quoi il s'agit, que ce soit la Covid ou autre chose, on reporte de 15 jours
la vaccination. On n'a jamais étudié la combinaison de ce vaccin avec d'autres. Vous savez qu'en général, en vaccination, on fait des packages, diphtérie, tétanos, coqueluche étant le plus DTPR, comme on dit, étant le plus classique. Ici, on n'a pas d'expérience et donc on recommande de laisser 14 jours entre deux vaccins. Donc, par exemple, personnes âgées qu'on vaccine contre le pneumocoque, ben, on attend 14 jours pour faire la vaccination contre le Covid. Moderna, c'est le frère jumeau. Vous avez une étude clinique avec un peu moins de candidats. Au lieu d'être 20 000, c'est 14 500 dans chaque groupe. Et vous voyez exactement le même type de profil. Grosse réduction des personnes malades et très grosse réduction des malades sévères. Donc une protection très efficace contre le risque d'être hospitalisé ou de décéder. Dans l'étude Moderna, dans le groupe contrôle, il y a un décès ici. Il y a une personne qui n'a pas eu le vaccin et qui est décédée. Vous retrouvez exactement les mêmes profils. Je ne vais pas passer le temps à vous redire la même chose. Là aussi, on avait des personnes âgées et des personnes avec comorbidité, donc des hypertendus, des diabétiques. Donc, on a déjà une expérience. Alors, les deux vaccins sont des frères jumeaux et pourtant, ils sont complètement différents. L'un, il faut le conserver à moins 80, l'autre, il faut le conserver à moins 20. L'un a les 2 doses à administrer à 3 semaines d'intervalle, l'autre à 4 semaines. Les lipides sont différents. Le vaccin Pfizer doit être reconstitué avec une solution saline avant d'être administré. Le vaccin Moderna est prêt à l'emploi. L'un a 5 doses, mais vous avez entendu que ces 5 doses, c'est 6 dans le flacon, l'autre a 10 doses. Et enfin, on avait donc toutes les raisons de ne pas les mélanger. On essaye de garder ces vaccins dans des groupes différents. Alors, je vous propose d'en rester là et de plutôt, pour la demi-heure qui nous reste, de prendre vos questions. Ce qui va nous permettre, je pense, de rencontrer de manière précise les parties que je n'ai pas évoquées dans les Frequently Asked Questions. Voilà. Alors, vous avez déjà posé 33 questions dans le chat. Alors, je vais essayer de les lire parce que je commence à voir la vue qui baisse. Alors, psychologue clinicienne. Ah oui. Donc, il faut... alors, pas de panique pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter sur la base de données UPAD, qui est pourtant assez facile à se connecter. Je ne peux que vous recommander d'utiliser une petite application qui s'appelle It's Me, qui est vraiment super facile. Moi qui suis un analphabète de l'informatique, je peux rentrer dans la base de données sans difficulté et ça vous permet de mettre à jour votre adresse électronique. Vous aurez une série de facilités si vous êtes en ordre de votre adresse électronique dans UPAD, qui est la base de données des prestataires de santé. Donc attention, les aides familiales ne peuvent pas trouver leur chemin dans UPAD, mais nous les contactons par une autre procédure et de toute façon, personne ne sera laissé au bord du chemin, même s'il n'arrive pas à se connecter dans ce système. Alors, une demande, est-ce qu'en étant en libéral à 68 ans, est-ce que je vais pouvoir être vacciné? Oui. Il y aura peut-être quelques difficultés à identifier les personnes qui ne sont plus actives dans UPAD, mais vous pouvez vous connecter et vous mettre en ordre. Et de toute façon, l'ensemble des métiers de la santé seront
sollicités, bien sûr pas tous en même temps. Les ambulanciers seront vaccinés dans la première ligne, absolument, que ce soit les ambulanciers du transport médical secondaire ou les secouristes ambulanciers, puisque je pense que c'est comme ça qu'est le nom officiel dans l'arrêté 78. Voilà, des gens qui ont du mal avec UPAD, j'en suis désolé. Moi qui suis un analphabète, j'y suis arrivé vraiment sans problème. Stratégie en ce qui concerne la vaccination des stagiaires. Donc, dans les collectivités de soins, donc dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, on vaccine toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées sans discrimination de leur appartenance à un groupe, à un autre, de type de contrat ou à un autre. Au-delà de ça, actuellement, on ne vaccine pas les étudiants en tant que tels, et donc ce seront les métiers de la santé qui seront vaccinés, mais nous vaccinerons aussi tous les candidats à venir nous aider dans les centres de vaccination, et donc il y aura plusieurs voies pour être vaccinés. Mercredi 2 février, je ne sais pas, j'ai dit mercredi 2 février pour quelque chose, c'est mercredi 3 février bien sûr. Oui. Aïe, je vois que j'espère qu'on m'a quand même entendu convenablement. Alors, donc, en ce qui concerne la vaccination de la première ligne, vous allez être contacté, donc vous serez sollicité soit par votre adresse électronique, soit lorsque vous n'en avez pas, par envoi mailing, par envoi de poste. On vous indiquera l'endroit où vous pouvez vous loguer sur le logiciel de rendez-vous. En fonction de votre code postal, on vous proposera le lieu où vous pouvez vous inscrire pour prendre le rendez-vous qui vous convient et vous rendre au jour et à l'heure dite, vous faire vacciner pour la première dose. En même temps, on vous donnera le rendez-vous de la deuxième dose tout de suite sur le logiciel et de cette façon-là, vous aurez la possibilité d'être vacciné. Alors, qui est responsable s'il y a un problème à la vaccination? J'ai entendu que Pfizer Moderna avait obtenu de ne pas être tenu pour responsable et que la responsabilité incomberait à l'État. Alors, je vais essayer de clarifier ça, c'est important. Et effectivement, il y a eu, dans le cadre de la négociation avec l'Union européenne, de la volonté d'aller très vite, la question s'est posée de la responsabilité pour quelque chose qui n'était pas connu. Alors voilà un exemple très illustratif, c'est l'allergie au vaccin. Donc en ce qui concerne la responsabilité classique, la firme assume évidemment sa responsabilité, à la fois par rapport à toutes les étapes préalables et à leur bonne complétude et de la comment dirais-je, de la transmission honnête de l'ensemble des données aux organismes de contrôle, ainsi que de la qualité du produit. Là où les choses sont particulières, c'est s'il y aurait un accident imprévu. La négociation qui a eu lieu était de décider que ce seraient les États qui indemniseraient les personnes qui pourraient avoir un effet indésirable imprévisible, ce qui est hautement improbable avec les vaccins. On n'a pratiquement pas d'expérience dans l'histoire des vaccins. Il y a 2-3 accidents dans l'histoire des vaccins qui sont essentiellement des fautes de production. Il y a au siècle passé, on va dire comme ça, dans les années 60. Mais moi, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, je trouve que, en tout cas pour le citoyen, c'est une bonne nouvelle, parce que l'indemnisation par la Belgique sera beaucoup plus aisée que s'il fallait s'attaquer aux avocats des firmes pharmaceutiques.
Et tout dépend de la façon dont cette disposition a été intégrée dans le prix. Puisque, au fond, quand une firme prend ce risque à sa charge, ben, elle prend des assurances pour la couvrir et elle répercute le prix de ces assurances dans le prix du médicament. Donc, si le prix a effectivement été négocié, moi je n'ai pas participé à la négociation du prix, je ne le connais pas, a tenu compte de cet élément-là en disant ce n'est pas vous qui êtes en charge de ça, c'est nous, mais donc, du coup, vous ne devez pas inclure ça dans votre prix. Je pense que pour le citoyen, c'est une meilleure situation que la situation classique de la responsabilité des firmes, qui est très très difficile. Vous savez tous combien les gens peuvent parfois passer des dizaines d'années pour obtenir une compensation devant les tribunaux. Alors, est-ce que il y a des risques sur la fertilité? Alors, ça touche peut-être un mot, reprend pendant quelques secondes ma casquette de gynécologue obstétricien. Deux mots sur la situation concernant tout ce qui tourne autour de la fertilité. Donc, il n'y a pas de données actuelles qui font penser qu'il y ait une inquiétude ou un doute concernant la fertilité, mais il n'y a évidemment pas beaucoup de données humaines. Il y a déjà un petit paquet de grossesses, on est, je pense, au-dessus de 150 grossesses rapportées dans les études de sécurité depuis que le vaccin est mis sur le marché, puisqu'évidemment, de temps en temps, ça arrive de manière accidentelle. Par contre, on a des données animales pour le vaccin Pfizer qui ont été publiées maintenant il y a quelques semaines et qui sont tout à fait rassurantes. Donc, il n'y a pas d'impact sur la fertilité, il n'y a pas d'impact sur des malformations des fœtus animaux, il n'y a pas de risque particulier sur la grossesse. Alors, c'est des bonnes nouvelles, mais évidemment, ça ne remplace pas les données humaines. Et donc, les recommandations actuelles qui sont en train de s'assouplir, les Américains sont très militants pour vacciner, pour lever les réticences à la vaccination sur les femmes enceintes, je vais plutôt dire les choses comme ça, parce qu'ils ont des études sur les risques plus sévères de faire une Covid grave quand on est enceinte, et donc ils sont plutôt tendance à vouloir proposer la vaccination aux femmes enceintes. Mais donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contre-indication à la vaccination dans la grossesse, mais on déconseille de vacciner pendant la grossesse, sauf pour des personnes qui auraient des risques très particuliers. Je prends un exemple très simple, une femme enceinte qui a des risques de comorbidité très sévères et pour lequel le fait d'attraper la Covid-19 serait extrêmement dangereux, en discussion avec son médecin, pourrait arriver à la conclusion qu'il vaut mieux vacciner que de ne pas le faire. Mais la règle générale qui est celle qui a été reprise en Belgique, c'est pas de vaccination pendant la grossesse. Si on désire être enceinte, on recommande simplement d'arrêter la contraception seulement 2 mois après la vaccination. Et les dernières recommandations, dont celle de la Belgique, du Conseil supérieur de la santé, est maintenant de vacciner les femmes allaitantes, parce qu'on n'a aucune raison de craindre une transmission à l'enfant, puisque si même il passerait des particules dans le lait, ce qui est peu probable parce que le mRNA est détruit très vite dans le sang maternel, mais même s'il passait, il serait digéré dans l'estomac du bébé, et on ne peut pas vacciner par voie orale, c'est complètement impossible. Donc la dernière recommandation, c'est différent de ce que j'ai dit dans des webinaires précédents, puisque c'est la dernière décision du Conseil supérieur de la santé, c'est de recommander la vaccination des femmes allaitantes. Pouvons-nous donner l'adresse du site de l'AVIC pour télécharger les slides? Je vois que c'est fait, merci beaucoup. Voilà, notre pauvre oratrice, Madame Meurice, j'ai vraiment suivi vos dias avec discipline et je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce travail
pour nos collègues des métiers de la santé. Que pensez-vous des travaux? Alors, mais écoutez, je pense que les données sont assez claires pour dire qu'il n'y a pas de passage du mRNA. D'abord, une durée de vie courte, même dans la cellule, encore plus courte si elle reste dans le torrent sanguin. L'immunité est essentiellement locale au niveau du bras. Et puis, c'est les cellules, c'est les anticorps qui vont dans tout le corps. Ce n'est pas le vaccin. Mais on n'a vraiment aucune donnée. Il y a quand même des travaux sur le mRNA depuis de très nombreuses années, une vingtaine d'années, vous l'avez vu dans les dias. On n'a aucune, ni théoriquement, ni pratiquement, raison d'imaginer comment le mRNA pourrait remonter dans le noyau. C'est contraire à toute, et la théorie et la pratique. Alors, finalement, à tout prix, mais nous ne pouvons... Ah, pardon. Finalement, le vaccin efficace. Oui, tous ces vaccins sont des vaccins qui sont dans des ranges d'efficacité tout à fait recommandables et même, pour certains d'entre eux, exceptionnels. Maintenant, je ne crois pas qu'il faut faire une hiérarchie des vaccins. L'important, c'est d'être vacciné. Je pense que c'est l'importance primordiale. Voilà Madame la Ministre qui nous rejoint. Bonjour Madame la Ministre. Effet à long terme. Alors ça, je crois qu'il faut être clair. Ce que l'on sait, c'est ce que je vous ai exprimé. C'est-à-dire que le recul aujourd'hui, les premiers vaccinés dans l'étude de phase 3 Pfizer, qui est la première étude qui a été commencée, date de l'été passé. Donc c'est juillet, les premières personnes de phase 3. Avant ça, c'est évidemment anecdotique, c'est des tout petits nombres de gens, mais là, c'est des gens, je vous l'ai montré, beaucoup de gens ont été vaccinés dès juillet 2020. Ça, c'est le recul objectif. Alors, pourquoi il nous donne une bonne garantie de sécurité? C'est que tous les vaccinologues vous diront que les effets secondaires des vaccins arrivent très vite après la vaccination, en général dans les 48 à 72 heures, et au-delà de 6 semaines, les effets secondaires sont exceptionnels. Et donc, c'est pour ça que ce qui a été demandé par les organes de contrôle, que ce soit la FDA américaine ou l'Agence européenne du médicament, c'est des données de sécurité sur 2 à 3 mois. Et là, on est déjà largement au-delà de ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne pourrait rien apparaître plus tard? Théoriquement, non, on ne peut pas l'affirmer. Pratiquement, étant donné la très courte durée de vie des vaccins mRNA dans l'organisme, c'est extrêmement peu probable. Et d'ailleurs, en vaccinologie, c'est extrêmement peu probable. Les secouristes ambulanciers seront convoqués dans cette première ligne, donc pendant la phase dont nous avons parlé depuis le début de la séance, via la médecine du travail, non, via des centres de vaccination que nous mettons en place avec les centres de médecine générale, les cercles de médecine générale, pardon, et les hôpitaux, ainsi que dans les 2 centres majeurs, je vous ai dit, de Ronquières et de Bierzet. Il y aura peut-être 2 autres centres aussi dans le Hainaut qui seront déjà des centres pour la phase 1B qui vont ouvrir pendant la vaccination de la première ligne, mais sinon, ce sera dans une trentaine de sites hospitaliers répartis sur toute la Wallonie pour que vous ayez un accès à distance raisonnable. Est-ce qu'il faut continuer les gestes barrières et les contacts après la vaccination? Pour le moment, oui. Pourquoi? Parce que nous avons très peu de données sur l'impact du vaccin sur la contagiosité. On a des données très solides, je vous les ai montrées, sur le fait que le vaccin nous protège, nous, chacun d'entre nous, vaccinés, ne tombe plus malade, ou s'il tombe malade, ce sera d'une maladie légère dans la très grande majorité des cas, et de toute façon, ce sera rare.
Par contre, on sait peu si malgré ça, on pourrait héberger le virus sans tomber malade, être asymptomatique et l'excréter et donc contaminer les autres. Tant qu'on n'a pas ces données-là, et on les espère dans les semaines ou les mois qui viennent, puisque de plus en plus de groupes sont vaccinés et donc ces données vont commencer à être disponibles, alors on espère qu'on pourra lever les gestes barrières. Ce qui change en tout cas dès qu'on se vaccine, c'est qu'on est protégé. La deuxième chose qui change, et vous avez peut-être vu que les données israéliennes montrent déjà que l'admission dans les hôpitaux des plus de 65 ans est en train de s'effondrer. De moins en moins de gens sont admis parce qu'ils sont vaccinés. Donc le deuxième effet va être un soulagement des soignants et des hôpitaux. Et il faudra attendre qu'un grand nombre de nos concitoyens soient vaccinés pour avoir ce qu'on appelle une immunité collective qui nous permette de relâcher les gestes barrières. Et ça ne va pas être facile à expliquer aux gens qui se vaccinent, mais j'espère que j'ai été suffisamment clair pour que vous puissiez l'expliquer autour de vous. Les kinés sont inclus et donc oui, tout intérêt à s'inscrire sur UPAD et bien entendu, ils seront convoqués comme tous les autres métiers de l'arrêté 78 et des métiers d'aide pendant la phase dont nous avons parlé qui va s'ouvrir en deuxième moitié de février. À titre personnel, oui, je suis convaincu qu'il n'y a pas de risque de modification de l'ADN via l'ARN, même à très long terme. L'ARN qu'on va vous injecter va rester présent pendant des temps très courts. On parle de minutes de présence et donc on voit mal comment à terme il pourrait encore le faire. Je vous rappelle que vous avez de l'ARN messager dans toutes vos cellules tout le temps. Qui viennent de votre noyau et qui permet la production des protéines dont nous avons besoin. Alors, est-ce qu'il faudra se faire vacciner périodiquement? Quelle est la durée d'action? On ne le sait pas. On estime aujourd'hui, en voyant la vitesse de décroissance des anticorps après vaccination, que la durée de protection devrait être entre 1 et 3 ans. Pour autant, évidemment, qu'on n'ait pas un mutant qui soit un mutant résistant. Pour le moment, les nouvelles sont plutôt bonnes. Il y a des subtilités de certains mutants qui sont moins sensibles au vaccin, mais aucun qui soit résistant. Alors ça, c'est aussi un argument pour se vacciner. Si on veut éviter les mutations, il faut limiter la capacité du virus de se multiplier. Au plus nous serons vaccinés, au moins il y aura de chances de voir émerger de nouveaux variants. Logopèdes, oui, seront contactés. Personnellement, s'il y a des effets à long terme, j'ai répondu. Médecine du travail, non, ce sera des centres pour tout le monde en même temps. Alors, le personnel de l'aide médicale urgente sera convoqué. Vous pouvez prendre évidemment contact avec le cercle de médecine générale de votre zone de secours, mais en réalité, le personnel sera convoqué. Alors, le personnel des pompiers, c'est un autre groupe, ce sont les métiers de priorité, et là, je laisse la parole à Madame la Ministre. Pour les prochaines questions. Donc effectivement, on est dans la phase où on commence le personnel de première ligne d'aide et de soins. Pour ce qui concerne, voilà, ça fonctionne mieux comme ça, vous m'entendez mieux? Parfait. Pour ce qui concerne l'aide et le soin, donc vous êtes prioritaire. Viendront ensuite probablement en même temps que les personnes de plus de 65 ans, voire avant, si les vaccins que nous disposons sont propices pour ce type de population-là, potentiellement les métiers dits essentiels dans lesquels pourraient se retrouver les pompiers, les policiers et la protection civile, lesquels il y a parfois aussi au sein des pompiers et de la protection civile du personnel médical qui aura déjà été vacciné précédemment, mais donc l'ensemble est considéré alors comme métier essentiel. Et donc c'est un autre groupe prioritaire qui viendra dans la foulée. Merci, Madame la Ministre.
Pourquoi les jeunes non à risque doivent se faire vacciner? Difficile à expliquer aux gens. Alors, c'est vrai que les jeunes se posent beaucoup de questions. Je dirais deux choses. La première, c'est que, à titre individuel, il n'y a pas de classe d'âge qui soit à l'abri. En matière collective, les jeunes ont des parents, des grands-parents, des amis qui peuvent avoir des maladies qui les mettent à risque, et donc se vacciner, c'est évidemment aussi protéger son entourage. Et enfin, s'il y a bien un groupe qui aspire à retrouver une vie normale, ce sont bien les jeunes. Et la vaccination est aujourd'hui notre meilleure arme pour pouvoir sortir de la pandémie dans laquelle nous sommes. Voilà les arguments, les choses qu'on peut leur dire et qui me paraissent crédibles, en tout cas logiques et sûrement sincères. Monsieur Angler, on demande si une personne envisage des futures grossesses, est-ce qu'elle peut se faire vacciner? Est-ce que ça aura un impact potentiel sur son avenir, ou est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le fœtus si elle devait tomber enceinte? Non, les données actuelles sont tout à fait rassurantes. On a recommandé d'attendre 2 mois avant d'arrêter la contraception si on se fait vacciner. Par contre, il est clair aujourd'hui que les femmes qui sont accidentellement tombées enceintes alors qu'elles étaient dans le processus de vaccination ne doivent pas se poser la question d'une interruption de grossesse. Il est clair qu'il n'y a pas d'argument aujourd'hui pour dire qu'il y a un risque. Il y a juste une précaution de ne pas se faire vacciner quand on est enceinte, dans l'attente d'avoir, comme pour beaucoup de vaccins, une expérience qui est basée sur ces accidents de grossesse non prévus. Il y en a déjà, comme je disais tantôt, plus d'une centaine enregistrés dans la base de données de sécurité internationale, sans inquiétude particulière. Et c'est avec ces grossesses imprévues que l'expérience va s'accumuler et qu'à un certain moment, on va dire qu'on peut vacciner les femmes enceintes. Pour le moment, on ne vaccine pas une femme enceinte. C'est la recommandation belge, sauf, et je l'ai dit, dans des situations très particulières, par exemple avec des facteurs, des femmes enceintes avec des maladies très particulières qui font que le risque d'attraper la Covid-19 de faire une Covid-19 sévère serait très très élevé. Alors en discussion avec leur médecin, de voir si malgré tout elles ne préfèrent pas se faire vacciner, peut-être à l'heure du jour, puisqu'il n'y a pas en réalité de contre-indication, mais il y a une prudence et une logique à attendre que plus de données soient disponibles, puisque les femmes enceintes étaient exclues des essais cliniques. Pour ce qui concerne les personnes qui ont déjà eu le Covid et qui ont des anticorps, il est clairement recommandé de se faire vacciner. Donc ça, c'est clair de la part des fournisseurs de ce produit et de l'Agence européenne des médicaments également. Si vous souhaitez également être volontaire pour vous joindre à la campagne de vaccination, il va y avoir la possibilité de vous inscrire sur le site de la plateforme solidaire de l'AVIC, qui est la plateforme qui a été utilisée pour pouvoir engager du personnel ou recourir à des bénévoles pour soutenir notamment les maisons de repos dans la première et deuxième vague. Maintenant, on va lancer une campagne pour pouvoir s'y joindre. Donc, c'est sur la plateforme solidaire de l'AVIC. Alors là, c'était la question, effectivement, est-ce que quand on a eu le Covid, on peut se faire ou on doit se faire vacciner? La recommandation aujourd'hui, effectivement, comme Madame la ministre l'a dit, de le faire. La plateforme volontaire va être ouverte, Madame la ministre, on y a travaillé ce matin, on est juste en train de préciser les métiers pour que les personnes qui se portent volontaires puissent indiquer pour quelles fonctions. Et elle sera, je pense, ouverte encore cette semaine-ci. On est vraiment prêt. Doit-on être en quarantaine? Pardon. Doit-on être en quarantaine après le vaccin? Non, contrairement à des vaccins vivants, ici, on ne vous injecte pas de virus.
Donc, le vaccin, vous ne pouvez pas être infectant à cause du vaccin. Pour ce qui concerne les firmes pharmaceutiques, est-ce qu'elles nous cachent des choses? Nous, on travaille beaucoup avec Jean-Michel Denier, qui est le spécialiste qui donne son avis et son opinion au niveau de l'Agence européenne des médicaments. C'est lui notamment, et au niveau de l'OMS, qui s'occupe de la sécurité des vaccins, donc en toute indépendance, en n'ayant jamais travaillé pour ce type de firme pharmaceutique. Il examine toutes les données scientifiques, il pose des questions, il vérifie, et il y a effectivement énormément de scientifiques qui vérifient les informations médicales pour pouvoir attester que les phases de vaccination concluent à une sécurité du vaccin qui soit optimale. Et on a des garanties que les personnes qui donnent ces opinions sont totalement indépendantes des firmes pharmaceutiques. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter d'autres choses. Oui, je pense que je peux ajouter quelque chose. Il y a beaucoup de méfiance par rapport aux firmes pharmaceutiques. Je pense que de notre point de vue, ce qui est important, c'est que nous ne dépendons pas d'elles pour prendre les décisions concernant les médicaments. C'est un domaine qui est très codifié, très bien encadré, et quand on voit les décisions qui ont été prises à la fois par la FDA américaine, par l'Agence européenne du médicament, par l'autorité de régulation anglaise ou d'autres, ils arrivent aux mêmes conclusions sur les mêmes dossiers. Il y a un élément que je n'ai pas évoqué qui est quand même un élément particulier. Dans le contexte de l'urgence, les firmes pharmaceutiques ont accepté quelque chose de très particulier. Normalement, elles font tous leurs essais cliniques dans leur coin. Quand elles ont fini, elles constituent un dossier qu'elles déposent sur le bureau des organes de régulation, essentiellement l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, et la FDA américaine. Et puis, l'EMA ou la FDA examinent ce dossier parfois pendant un an et demi. Pour gagner du temps, les firmes ont accepté d'ouvrir en temps réel leurs données pour que les organes de régulation puissent suivre la constitution du dossier pas à pas, dans le but de gagner cette période d'examen. Mais évidemment, ça veut dire que la transparence en cours de processus a été beaucoup plus grande que quand le dossier vous arrive tout ficelé après que toute la procédure a été suivie. Donc voilà, moi je n'émets pas de jugement de valeur sur l'industrie, je dis simplement que nous avons eu des vaccins qui ont été construits et expérimentés, qui ont fait l'objet d'un développement suivant toutes les règles recommandées pour les médicaments que nous prenons tous les jours ou les vaccins que nous prenons tous les jours, que pour plusieurs raisons, je pense qu'on peut dire que la sécurité a été plus élevée que d'habitude. Je vous ai dit le grand nombre de participants aux phases 3 et effectivement cette observation, ce qu'on appelle le rollout continu, c'est comme ça qu'ils se disent dans leur jargon de surveillance des produits pharmaceutiques, des produits vaccinaux. Et les responsabilités de l'Agence du médicament, c'est 3 choses. Vérifier que le médicament, le vaccin qu'on nous met sur le marché est efficace, qu'il a les garanties de sécurité requises, et c'est ce que je vous ai expliqué avec le grand nombre de candidats de volontaires dans la phase 3, et de garantir aussi la qualité du produit, c'est-à-dire toutes les chaînes de production et la qualité de la production. Et sur ces 3 éléments-là, qui sont ceux de la garantie de mettre sur le marché un bon produit, il n'y a eu aucune concession et aucun aménagement par rapport aux règles normales. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir plus d'inquiétude que pour combien de médicaments que nous prenons aujourd'hui qui ont suivi un processus similaire et probablement avec un nombre de candidats en phase 3 au moins 5 fois moindre que ce qu'il y a eu pour ce vaccin. Voilà, donc c'est tout. Je pense que c'est notre indépendance qui doit garantir notre
confiance dans le fait que les choses ont été faites comme il faut. Et je pense vraiment que c'est le cas. Les kinés seront vaccinés rapidement, mais encore une fois, ce que vous devez comprendre, c'est que nous dépendons totalement de l'arrivée des vaccins. Bien que nous ayons fait des commandes, on a à peu près, pour la Wallonie, 26 000 vaccins qui arrivent par semaine et qui nous permettent de vacciner le maximum de ces 26 000 doses. On a pu aller un peu au-delà à chaque fois, puisque la première semaine, on avait vacciné 13 000 personnes en réservant une partie de ce stock. Et donc, nous essayons systématiquement d'utiliser 100% des doses. Donc, à partir de mi-février, la première ligne devra progressivement, métier par métier, se faire vacciner dans un planning qui dépendra de l'arrivée des vaccins. Donc, c'est difficile de vous dire aujourd'hui précisément. Les sages-femmes, ce sera à partir de telle semaine, ou les kinés à partir de telle semaine. Et considérez qu'à partir de mi-février, vous recevrez une invitation avec un rendez-vous que vous pourrez avoir dans les centres de vaccination qui seront indiqués sur cette convocation. Mais c'est difficile pour nous de vous donner un jour fixe. Pourquoi, professeur, est-ce qu'on doit se faire vacciner même si on a eu le Covid et qu'on a des anticorps? Oui, merci Madame la Ministre. On a déjà un petit peu dépassé le temps, mais je pense qu'il faut répondre à cette question. Il y en a 3 d'ailleurs qui sont les mêmes, qui tournent autour de la même chose. Pourquoi est-ce qu'il faut se faire vacciner alors qu'on a déjà eu la maladie? Est-ce que quelqu'un qui est malade, qui a été malade de la Covid-19 devrait se faire vacciner, et quelqu'un qui dit j'ai fait la Covid et je n'ai pas d'anticorps, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas répondre au vaccin? Alors, c'est une question qui reste en débat. Je dirais 3 choses qui me paraissent les raisons pour lesquelles la recommandation internationale d'ailleurs, pas seulement la recommandation en Belgique, est de vacciner indépendamment du fait qu'on ait fait la Covid ou pas. La première, c'est qu'il y a toute une interrogation sur qu'est-ce que c'est la protection une fois qu'on a fait la maladie. Vous savez qu'on peut la faire plusieurs fois. On a d'ailleurs montré que l'immunité naturelle est moins efficace contre les nouveaux variants. Et on ne sait pas convenablement comment interpréter les résultats des anticorps. Est-ce qu'il y a vraiment un niveau d'anticorps au-delà duquel on serait vraiment protégé? Et ce qu'on sait, c'est que la durée de l'immunité naturelle n'est pas très grande. Il y a maintenant une publication qui est sortie il y a 3 jours dans le Lancet d'une épidémie à Manaus, dans une population qui a déjà subi une vague antérieure énorme avec près de 70% des gens qui avaient été touchés, et malgré ça, il y a une nouvelle épidémie qui illustre une fois de plus la faiblesse de l'immunité naturelle. La deuxième raison, c'est que dans les essais cliniques, il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait le Covid avant, et on a montré que ça n'avait aucun inconvénient, qu'ils étaient protégés aussi bien que les autres, et qu'ils ne faisaient pas plus d'effets secondaires. Donc, on n'a pas non plus de raison de décourager les personnes qui ont eu la maladie de se vacciner. Et on a de bonnes raisons de croire que la durée de protection du vaccin sera plus grande que la durée de protection de la maladie naturelle, et qu'en tout cas, elle est bien efficace contre le variant anglais qui nous atteint beaucoup. Voilà les divers arguments. Alors, il y a aujourd'hui de nouveau une publication d'un laboratoire américain qui repose la question. Je pense que cette question va continuer à nous hanter, mais en tout cas, ce qui est clair avec les essais cliniques et le nombre de personnes dans les essais cliniques qui avaient fait le Covid, qu'il n'y a pas d'inconvénient à se faire vacciner lorsqu'on a été en contact avec le virus, qu'on ait des anticorps ou qu'on n'en ait pas. Voilà, Madame la Ministre, peut-être si vous voulez avoir le mot de la fin, puisque nous devons clôturer. J'espère qu'on a répondu à vos interrogations. Je trouve qu'on est cette année dans
dans un mood, dans un trend qui est à la fois partagé par l'angoisse et la lenteur parce que ce virus est là depuis 1 an et que c'est compliqué à vivre dans un climat comme celui-ci, mais en même temps avec l'excitation et la perspective de la vaccination qui se matérialise. Et pour aller dans les centres d'hébergement pour lesquels, dans les hôpitaux où on procède à la vaccination, pour le moment, je sens une forme d'engouement important et j'imagine que votre présence démontre aussi que cet engouement, vous le partagez aussi, avec une attente importante. On espère que la Belgique et l'Union européenne continueront à mettre la pression pour pouvoir alimenter l'Union européenne et les pays membres de nombreux vaccins, puisque ça nous permettra alors de pouvoir vacciner et protéger un maximum de monde, puisque c'est le seul moyen que nous avons pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur le site jemevaccine.be si vous pensez qu'il y a des informations auxquelles on n'a pas donné de réponse, parce que là-bas se trouvent des questions et des réponses qu'énormément de gens se posent et qui ont été collationnées par la VIC. Et j'en terminerai par là, par les remercier pour leur investissement également et l'organisation de ce webinaire. Bonne journée à tous, bonne continuation, prenez soin de vous. Au revoir.